Et ce qu'on voit et ce qu'on a noté dans le Haut Conseil pour le climat, c'est que bien qu'on parle beaucoup de climat en France, il y a beaucoup de bons instruments de gouvernance qui se renforcent de plus en plus. On tend à manquer de stratégie d'ensemble. Donc, quand il y a un problème au niveau des émissions, on rajoute des couches supérieures, mais on manque vraiment de stratégie pour voir comment est-ce qu'on peut aller au niveau national, mais aussi au niveau régional et au niveau métropolitain, comme on va discuter aujourd'hui. Vraiment mettre en place au niveau structurel, au niveau de l'emploi, au niveau de l'industrie, au niveau des demandes de chauffage, par exemple, au niveau de la mobilité, mettre en place tout ça sur une période les 10 prochaines années, hein, qui sont très, très importantes. Et ensuite, ça peut continuer à découler complètement automatiquement. Donc là-dessus, on a eu la crise du COVID cette année qui a fait diminuer les émissions de manière ponctuelle, énorme hein, en France, environ 10% sur l'année, mais quand même de manière ponctuelle parce que les réductions ont été particulièrement associées au changement de comportement forcé, en particulier à moins d'utilisation de la voiture. Et effectivement, on a les mêmes routes, les mêmes voitures, les mêmes systèmes de chauffage. Et aussitôt que le confinement se lève, en fait, les émissions reviennent en surface. Donc, ce ne sont pas des changements structurels. Par contre, cet été, suite à la crise du COVID, là, au début de la crise, nous avons publié au Conseil pour le climat un rapport qui disait vraiment, en gros, attention, les plans de relance et ce qu'on met en place maintenant, ils sont vraiment, c'est une opportunité pour faire les investissements nécessaires vers le réchauffement pour s'occuper du réchauffement climatique, mais c'est aussi un gros risque de verrouiller des trajectoires non désirables. Et donc, en fait, il fallait vraiment bien faire les choses, il fallait bien se concentrer sur les mesures qui créent de l'emploi et qui, en même temps, nous aident à atteindre la neutralité carbone. On y reviendra sur la sobriété volontaire. Je pense qu'il y a d'autres avis. Je vois Sébastien Boller ou Olivier Frérot. Voilà, il y a peut-être d'autres angles d'attaque, effectivement, que la comptabilité et le quota. Peut-être sur cette proposition que vous avez fait, Philippe Guelpa, sur des investissements de la métropole dans le Beaujolais vert, sur l'éolien. Est-ce qu'on a ce type de croisement, de financement aterritorial ou offshore de la part de grandes métropoles françaises qui sont toutes un peu en déficit en termes de production ENR et qui vont devoir compter sur les territoires voisins, amis ou pas amis, pour construire sa stratégie de résilience énergétique? Je ne peux pas vous répondre en détail à savoir s'il y a d'autres régions ou d'autres métropoles qui s'y prennent comme ça. Mais en fait, ce qu'on a regardé au niveau du Haut Conseil pour le climat, c'est la diversité entre régions plutôt. On s'est attardé à la région pour le moment. Et on voit que il y a, sans surprise, hein, il y a des défis franchement très différents entre les différentes régions, ce qui fait que certaines régions vont devoir atteindre la neutralité carbone beaucoup plus rapide que d'autres régions, dépendant des échanges avec les régions voisines. Donc, typiquement, plus la région est petite, par exemple, au niveau de la métropole, plus on a une responsabilité qui est plus importante dû aux échanges avec les régions voisines. Et on en avait parlé pas mal l'année dernière dans le cadre du Conseil scientifique de Lyon. Comment on fait pour prendre ça en considération à l'intérieur de soit dans notre plan territorial, soit dans notre approche stratégique. Et je me rappelle que vous aviez mentionné cet aspect d'échange avec les régions concomitantes. Moi, je ne connais pas ou en tout cas, on n'a pas encore regardé si c'est le genre de choses qui se passe entre régions. Il n'y a pas de loi, en gros, pour dire qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que vous ne devez pas faire. La seule contrainte qu'il y a extérieure, c'est vraiment qu'il faut aller le plus rapidement possible vers la neutralité carbone au niveau de la France. Et il faut que les régions agissent en fonction des leviers qu'elles ont en main. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des bâtiments et des transports, hein, qui sont les deux secteurs les plus émetteurs avec l'industrie dans la région de Lyon. Et donc, ça, c'est vraiment le genre de levier que vous pouvez activer et que vous devez activer vous-même. Après, si vous faites des arrangements avec les régions voisines, je pense que ça a des bénéfices pour tous. Merci, Madame Le Carré.
peut-être en complément, alors effectivement, enfin la priorité, c'est quand même de réduire les émissions, disons, pour arriver à net zéro, de réduire déjà les émissions, brutes. Et puis vous pourriez, il y a quelques villes et métropoles qui ont un peu les mêmes réflexions que vous, parce qu'elles se sont rendues compte finalement que, c'est pas tout de prendre un objectif, net zéro par exemple, enfin il à la fin, il y allait quand même avoir besoin peut-être d'avoir une stratégie offshore, voilà, pour reprendre votre terme. Donc vous pourrez peut-être vous rapprocher notamment de Paris et de La Rochelle, qui ont un petit peu ces réflexions similaires. Alors, en gros, l'idée, en tout cas, exprimée par La Rochelle, c'est de faire un agrégateur carbone territorial. Donc déjà, ils s'extraterritorialisent. C'est-à-dire, ils ne regardent pas uniquement ce que fait La Rochelle, mais plus largement ce qui se passe dans le territoire autour. Ils reviennent finalement aux fondamentaux, hein. Ils se rendent compte qu'une ville, c'est pas hors sol. Voilà, ça vit sur son environnement entre guillemets, voilà. Donc ça, et puis il y a peut-être d'autres exemples que je ne connais pas ou que j'ai pas en tête aujourd'hui, mais en tout cas là-dessus, on pourra vous tuyauter évidemment. Pour moi, ce que ça augure en fait, ça augure peut-être de nouvelles relations ville-campagne. Parce que finalement, une ville, voilà, c'est pas hors sol, ça dépend de la campagne, on va le dire au sens large. Et si on regarde la France en 2050, une France zéro émission nette, ben en fait, les émissions résiduelles, tout aura bien baissé, mais il y aura quand même une grosse partie des émissions résiduelles qui seront des émissions agricoles. Et il y aura la séquestration. Alors, on peut croire aux technologies du type CCS et audio OST de ce genre, mais la séquestration, il y aura quand même une grosse partie dans les sols agricoles et dans la forêt. Donc, quelque part, on va retrouver les campagnes, j'allais dire, un petit peu à ces deux bouts. Et puis, accessoirement, c'est pas qu'une question d'énergie et autres. Les villes ont aussi besoin de nourriture, me semble-t-il. Enfin, quand des citadins ont le ventre creux, il peut se passer des choses assez bizarres derrière. Enfin voilà, ça conduit à deux trois trucs, voilà, qui changent un peu le cours de l'histoire de temps en temps. Donc, en tout cas, il y a tout ça qu'il faut garder en tête. Les villes ne sont pas indépendantes et finalement, elles sont très dépendantes à la fois des émissions, mais aussi des séquestrations de carbone des campagnes. Donc, il y a peut-être des contrats territoriaux à réinventer autour de ça, qui vont au-delà des éoliennes. Voilà, pour le dire de façon lapidaire. L'eau aussi sur la question de l'adaptation, etc., etc. Enfin, on peut faire une liste un peu longue. Oui, merci. J'aurais voulu intervenir déjà sur cette question, mais ensuite peut-être rebondir plus largement. Déjà sur cette question, en fait, pour que ça marche, pour qu'on arrive effectivement au résultat là, escompté, je pense qu'il y a deux dimensions qu'on a explorées là, dans notre rapport annuel cette année là, au Conseil pour le climat. Le premier, c'est la question d'acceptabilité, la question de l'offre, la question de arriver à des compromis ponctuels, régionaux, acceptables pour les gens qui sont impliqués dans les décisions. Et on voit avec la Convention citoyenne pour le climat, là, les citoyens qui, déjà, c'est un effort remarquable de voir que 150 citoyens qui n'étaient pas forcément au fait sur le climat arrivent à se concerter et arrivent à faire des compromis là, réalistes. Et ce qui ressort, en tout cas, à mon avis, de mon point de vue, c'est que leur recommandation est très, très axée sur la réglementation et l'accompagnement. Donc, ils veulent vraiment que le gouvernement prenne des décisions et encadre qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Et donc, il s'agit là de réguler l'offre plutôt que de mettre la responsabilité sur l'individu. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut à la fin que ça marche et qu'on arrive à la neutralité carbone. Et vous avez soulevé l'exemple du COVID qu'on a eu cette année. Et en fait, on a appris des choses extraordinaires lors de cet événement. C'est-à-dire que même si on a des changements de comportement brutaux, hein, comme on a vu cette année, les émissions, elles diminuent. Elles vont diminuer d'environ 10% cette année en France. On a encore 90% à faire pour arriver à la neutralité carbone. Donc, avec que des changements de comportement, que des pressions individuelles, en fait, on peut faire qu'une petite partie de ce qu'on a besoin de faire pour arriver à la neutralité carbone. La grosse partie, ce sont les investissements que les ménages doivent faire. C'est le chauffage, c'est changer la voiture, c'est ce qu'on mange, c'est la consommation et tout. Et une autre partie qui est quand même substantielle, c'est les investissements que les gouverneurs politiques doivent faire. On parle de bornes de chargement, on parle de toute l'offre d'infrastructures partagées, les trains et tout. Donc, je pense que souvent, je trouve que le problème du climat est pris de l'angle du consommateur
et on responsabilise et les gens se sentent coupables à la fin, alors que c'est vraiment le tissu social qu'il faut transformer avec les possibilités, l'offre, les infrastructures qui sont accessibles aux gens pour qu'ils puissent faire leur contribution. Donc, je pense que, ouais, de ce côté-là, donc, du coup, moi, je ressortirais de cette problématique là typique.